temps à la même place. Puis c'est sûr qu'il va falloir, après 2 ans, faire des semis à taux variable. Il va peut-être falloir refaire une carte de potentiel de rendement parce que mes potentiels de rendement vont peut-être être redessinés avec les années. C'est encore, c'est encore de l'expérience. On a fouillé. Qu'est-ce que j'ai bien trouvé bien le fun quand Simon m'a appelé cet automne pour me demander ça. J'ai dit, bah, ça m'intéresse. Je n'avais pas encore récolté ce champ-là. Quand je l'ai récolté, il dit, oui, ça me tente encore plus parce que j'ai un peu de résultats qui est encore mieux que l'an passé. Puis je venais de lire un article qui venait de paraître, qui arrivait des États-Unis. Ils commencent, sont au même point que nous autres, puis ils ont la même approche. C'est qu'on est encore dans un domaine que personne, on essaye de faire de quoi avec tout ça. On essaye d'apprendre, on essaye de pousser. Puis je crois qu'il y a de quoi de bon à faire avec ça. En plus, à peu près tout le monde utilise déjà un système de guidage. Les systèmes de guidage automatique, souvent, vont être capables de, en complémentant avec quelques éléments, faire du taux variable. Si tu as un sol très variable chez vous, moi, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Si en autant que tu as corrigé ton drainage, ton nivelage, puis les applications de chaud, puis les pH, les choses de même, s'ils sont corrigés, lance-toi là-dedans, mais prudemment, parce que tu peux aller beaucoup plus loin sur l'autre bord. Parce que moi, je fais beaucoup de battage à forfait, puis j'ai vu des zones, des cultivateurs, là, tu sais, les agriculteurs, il y avait des bons rendements, puis ils poussaient les populations, on fait pousser des populations, puis là, tu arrivais dans des zones, dans des champs, tout est à terre. La population était rendue qui se met des 34 500, 35 000 pour avoir des rendements de 5 tonnes, puis des 180, 190 unités d'azote. Mais tu arrivais dans un coin qui était capable de supporter, nourrir toutes ces plantes-là, tout était cassé à terre, les tiges étaient feluettes. C'est que là, au lieu de gagner du rendement, lui, il en perdait. C'est un peu ce que j'ai vu, là. Moi, ce qui explique tout ça, c'est que les endroits que j'ai mis moins de maïs, il y a eu plus d'eau. Comme en bas, à ce bout-ci, où c'est plus rouge, c'est très vallonneux, c'est plus haut, c'est le champ le plus haut. Manque d'eau, c'est plus sableux. En mettant 31 000 de population, j'ai eu plus d'eau pour nourrir les plantes. J'ai eu un gain de rendement aussi important qu'en mettant plus de maïs en bas. C'est que j'ai comme eu un double gain. Des fois, c'est juste à évaluer les populations, quelle population semer. Si j'aurais eu un beau carré de glaise, un carré de sable, ça serait facile à déterminer. Moi, ma question, c'est plus, tu as fait du nivellement, tu as mis de la chaux, tu as mis de la potasse, tu as corrigé le magnésium, puis tu n'as pas refait une carte de rendement, mais tu as fait une carte de population. C'est le bout que je trouve un peu... De quoi j'ai... Tu as tout corrigé ta chaux, ton magnésium, ta potasse, tu as fait du nivellement, puis tu n'as pas refait une carte de rendement avant de varier ta population. C'est le bout que je trouve le plus drôle. Oui, là-dessus, je m'en suis... Ce champ-là, je te le présente un peu parce qu'avec ça fait 2 ans que j'avais déjà fait des essais dans d'autres champs. Puis c'est un peu le cumulatif. J'ai un autre champ que j'ai justement quand même à tous plafond, bien égal, après avoir fait les accumulations. Puis j'ai vu des améliorations, mais pas aussi importantes que la variation de population. J'ai remarqué qu'avec mon expérience, que cette zone-là, en le faisant, cette zone-là, masant, puis j'ai comme sauté une étape. Maintenant, on m'a semé peut-être 30 fois dans ma vie. Les années passent vite, puis quand tu m'as amené à des résultats, tu as des champs que tu avances plus vite et que tu fais des tests plus vite dedans. Denis a dit d'un cas d'espèce, j'aimerais ça connaître le taux d'avancement de l'agriculture de précision, combien on parle aux États-Unis, puis en Europe. Justin, tu es capable de parler de ça? Oui, ben, je peux définitivement commenter un peu. C'est intéressant de voir d'ailleurs que l'agriculture de précision qui a commencé, qui a vu le jour autour des années 2000, a réellement, avec bien entendu la flambée du pétrole dans les deux, puis la flambée des prix des denrées des 2-3 dernières années, bien entendu, ça a été un accélérateur. Mais je dirais aussi que c'est une technologie qui est mature d'une quinzaine d'années. Puis ce qui est intéressant de constater, c'est qu'entre autres, dans le Midwest américain, il y a plus de 50% des agriculteurs, au moment où on se parle, qui utilisent un outil ou un autre d'agriculture de précision. Tantôt, je parlais de l'Australie, où les chiffres vont même jusqu'à 80-85% des agriculteurs qui utilisent l'agriculture de précision. En Europe, les pays qui sont les plus avancés de ce côté-là, la France, l'Allemagne, l'Angleterre,
puis des petits pays aussi, là, où il y a eu des belles initiatives de gens, là, pas nécessairement, des gens qui croyaient à la technologie puis qui l'ont fait avancer rapidement. Je pense entre autres au Danemark, des choses comme ça. Fait que les produits qui sont les plus... qui ont fait la plus grande croissance, bien, encore une fois, ça a commencé avec des capteurs de rendement. On pensait que les capteurs de rendement, ça serait la solution à nos questions. En réalité, on s'est rendu compte que c'est un outil. Tout le monde, vous avez entendu parler, les trois autres, mes collègues tout à l'heure, là, c'est réellement un outil de mesure. Ça n'apporte pas des réponses nécessairement. En tout cas, pas de solution. Ça apporte de l'information pour prendre des meilleures décisions. Fait que le capteur de rendement qu'on pensait qu'il serait la solution en 2000, en 99, 2000, s'est essoufflé. Je dirais que les gens se sont essoufflés parce qu'il n'y avait pas toujours les bons outils. Puis là, bien, est arrivé les systèmes de guidage, la deuxième génération des systèmes de guidage autour des années 2000, 2001, 2002, qui, eux, combinés, encore une fois, au prix des pétroles puis des denrées, a fait en sorte que là, les gens voyaient un bénéfice immédiat. Comparativement à un capteur de rendement, que ça va te prendre des années, tu accumules l'information puis tu prends des décisions, bien, avec un système de guidage ou avec un système d'autopilotage, tu as un bénéfice tout de suite quand tu rentres dans le champ. Tu as plus de confort, tu fais du meilleur travail, tu sauves dans le carburant, tu sauves dans les intrants. Donc, c'est pour ça que l'adoption des systèmes de guidage puis d'autopilotage a été très rapide. Puis c'est ça qui a fait passer le taux d'adoption là, à plus de la majorité. Même au Québec, ici, là, je dirais là, qu'il y a probablement, là, si on prend les agriculteurs qui vivent de la culture, il y a plus de 25 des agriculteurs qui utilisent un moyen ou un autre de guidage ou d'agriculture de précision. Fait que ça a été très, très vite dans les dernières années. Un taux de commentaires des collègues, là, je ne sais pas. Je pense que ce qu'on voit, c'est que, avec les chiffres qui sont là, qu'aux États-Unis, qu'il y a 50 qui ont un capteur de rendement, mais seulement 28 qui utilisent le GPS. Puis quand on sait que la grandeur des fermes qu'ils ont, c'est ça qui est probablement le facteur numéro un pour bouger vers une technologie, parce que si on investit quelque chose qui coûte 15 000, 20 000 pour avoir de quoi de précision, il faut avoir quand même l'ancrage pour le justifier. Tandis que depuis la technologie des guidages, qui coûte quoi, une coupe de $1000, très rapidement, tu te dis, ben je coupe sur mon marqueur de mousse, sur mon arroseuse, sur mon épandeur d'engrais, sur le met en pratique. Fait que un petit investissement. Donc, la technologie a changé très vite. Elle est devenue très accessible, même pour des petits producteurs. Par contre, si on va aller avec le système de très précis, qui coûte beaucoup plus cher, il faut quand même le justifier. Puis 2008, c'était une raison, c'est que tout a monté. Les intrants ont monté, les prix des grains ont monté. Donc, on avait un revenu à l'âge qui était plus grand, donc on bougeait un petit peu plus vite. Là, on voit un petit changement de situation aujourd'hui. Les prix des grains rebaissent encore. Il faut bien justifier l'achat qu'on veut faire, parce que pas parce qu'on a un capteur de rendement, qu'on a un GPS qui nous donne de l'information, qu'on va prendre le temps de l'aller et de l'utiliser. Hein? C'est ce bout-là qu'il faut bien penser avant de bouger, parce que si on ne l'utilise pas, c'est un bon investissement. Cette machine, ça fonctionne. Mais il faut y prendre le temps de l'appliquer puis essayer de faire les liens. Parce que même au bout de 4 ans, 5 ans, des fois, le lien direct entre le moindre rendement dans cette partie de champ-là, des fois, c'est encore juste une question de pH, une question de nivelage. Il faut faire vraiment ses études, il faut faire prendre sa prise d'information puis bien l'analyser. Ça m'amène justement sur ma prochaine question. Là. Par où faut-il commencer là, pour faire l'agriculture de précision? Laquelle, là? Je pense les cartes de rendement, ça c'est important. Oui. À peu près tout le monde est là-dessus. Ensuite, vérifier les ondes puis connaître nos sols. Connaître nos sols, on a besoin de monde pour les analyser, nous aider dans les analyses, comme Alain a fait beaucoup dans le passé avec moi. J'en serais pas rendu là sans son aide. J'ai eu l'aide aussi des semenciers qui me fournissent des données, des essais de population, des essais d'azote. C'est des tests. Puis connaître nos sols. Puis Alain peut peut-être parler plus sur les sols. Pour adopter l'agriculture de précision, ce qu'il faut, c'est emmagasiner de la donnée sur nos champs. Là, que ce soit par les cartes de rendement, les cartes pédologiques, les photographies aériennes. C'est toute l'information qui est utile pour aller pour analyser nos champs. Une carte de rendement, souvent, le problème qu'il y a eu au niveau de l'adoption, c'est que les producteurs ils ont eu une grosse adoption, mettons, de 96 à 2000. Puis après ça, ils ont sorti leurs cartes, mais ils ne savaient pas quoi faire avec les cartes. Ils sortaient leurs cartes annuelles, passaient ça dans la moulinette.
Ça donnait de l'information, il s'apercevait que les couleurs changeaient, le champ était variable, puis on ne savait pas comment analyser. Donc là, maintenant, les techniques sont raffinées, on comprend pas mal mieux comment ça fonctionne, toutes les données du capteur de rendement. Puis souvent,